Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a Bonjour à nuestro tous, bienvenue curso de... à notre cours de Sirowash en eau, assainissement et hygiène rurale. La première chose qu'on voudrait vous dire, c'est de changer vos noms, comme nous l'avons dit avant. C'est fondamental d'aller sur Zoom, à l'appli Zoom, où vous avez le cadre avec votre nom et votre vidéo. Et là, vous allez identifier trois petits points en haut à droite. Et lorsque vous cliquez, il y a changer de nom pour Bolivie, Bol, pour Brésil, Bras, pour Haïti, HTI et pour Pérou, PER. Et ceci va nous faciliter à envoyer dans vos groupes de travail. D'un autre côté, on veut vous rappeler que lors de cette formation, nous avons de l'interprétariat simultané. Donc en bas, donc nous allons avoir notre deuxième séance sur la gouvernance, les capacités et les arrangements institutionnels en eau, assainissement et hygiène. Alors, ça c'est où nous en sommes. Nous sommes dans le module 2, module de gouvernance. Et les objectifs pour aujourd'hui sont d'abord que nous allons être capables de définir le concept de gouvernance ainsi que ses 5 attributs. Nous allons concevoir des stratégies et appliquer des outils pour augmenter la capacité de réponse, qui est un des attributs de gouvernance, avec le renforcement de capacités, coordination et articulation intersectorielle et territoriale. Et nous allons également formuler et mettre en œuvre des mesures pour assurer la transparence, la reddition de comptes, la participation et l'anticorruption dans les projets intégraux d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Comme d'habitude, nous allons commencer avec un bonjour, bienvenue. Ensuite, nous allons rassembler les savoirs préalables que nous faisons sur Mentimeter, la plateforme de mesure. Ensuite, nous allons avoir les contenus. Et ensuite, nous allons avoir gouvernance, capacité de réponse. Ensuite, nous allons avoir la participation du maire de la municipalité de San Salvador dans la province de Cusco au Pérou, Reinaldo Quispitupa. Ensuite, nous allons parler de transparence, de reddition de comptes, de participation et d'anticorruption. Et nous allons avoir après l'opportunité de travailler sur notre projet de cours dans la section numéro 2, qui est l'analyse de la gouvernance des projets en eau, assainissement et hygiène rurale. Et nous allons avoir aussi l'opportunité de choisir des outils pour renforcer la gouvernance. Je voudrais vous dire que la séance d'aujourd'hui est particulièrement nécessaire, demandée, requise, et nous aimons beaucoup travailler sur la gouvernance. Comme on vous a dit la dernière fois, nous avons eu l'opportunité de faire des entretiens et une analyse du secteur dans les différents pays. Et justement, la gouvernance est un des domaines où on a besoin de plus d'emphase dans la formation. Et nous savons tous que la gouvernance est un sujet euh, éthérien, difficile de saisir, hein, euh, et donc, éthéré, pardon, difficile de saisir. Et donc aujourd'hui, on va essayer de le rendre aussi pratique que possible, hein. On va parler d'outils que vous pouvez mettre en œuvre pour, de façon ponctuelle, locale, puissiez vous assurer qu'il y a une bonne gouvernance dans les projets. Donc la première chose qu'on va faire, hein, c'est que je vais vous demander à tous de nous dire qu'est-ce que la gouvernance pour vous? Lorsqu'on parle de bonne gouvernance, lorsqu'on parle, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Et pour cela, je vais vous demander d'aller à votre menu de gauche, où vous voyez M2, ouvrez le menu déroulant, M2, S2, la séance d'aujourd'hui. Et là, vous allez voir que nous sommes dans la séance de gouvernance. Vous descendez, vous voyez les spécialistes, le matériel, que vous avez trouvé dans différentes langues. Et vous voyez qu'il y a ici Mentimeter, Bolivie, Brésil, Pérou.
Cette fois-ci, Haïti et Pérou. Cette fois-ci, on a un seul Mentimeter pour tous. Et là où vous voyez cliquer ici, vous pouvez cliquer et répondre. Vous avez jusqu'à 200 caractères pour répondre. Qu'est-ce que la gouvernance? OK? Quelle réponse avons-nous? Alors, de nos collègues hispanophones, ils disent que la gouvernance parle surtout du processus, très bien, processus à travers lequel les institutions publiques dirigent les affaires publiques. La deuxième personne dit que c'est le processus par lequel on décide les affaires de l'État. Une autre personne qui dit que c'est les actions du gouvernement pour exécuter, décider sur un espace territorial, très bien. Et ensuite, les stratégies gouvernementales et institutionnelles pour la prise de décision qui impactent les personnes de façon directe ou indirecte. Excellent, excellent. Et comme nous le disent nos collègues, d'après la commissionnée des Nations Unies pour les droits de l'homme, le concept de gouvernance euh, parle des processus de gouvernement, d'institutions et de pratiques. Et ça, c'est clé parce que ce sont ces pratiques quotidiennes par lesquelles on décide et on régule les affaires qui ont à faire avec la entrecoupée. On doit savoir que surtout le secteur d'eau et d'assainissement est très vulnérable à la mauvaise gouvernance. Et ceci est dû à différentes raisons. La dispersion, entre autres, des différentes agences, le financement, d'un genre et aussi qui sont très complexes, les techniques. Ce qui est la mauvaise gouvernance en eau assistance, d'abord les financiers, les pertes pour mauvaise en plus, il y a des coûts environnementaux, surtout en assainissement, parce que les eaux résiduelles vont directement dans les écosystèmes. Et il y a aussi des coûts structurels, parce que si on a une infrastructure de mauvaise qualité, elles sont déficientes, il faut les réparer et on perd la productivité. C'est pour ceci que c'est fondamental pour nous de comprendre la gouvernance dans le contexte de l'eau. Et, et c'est pour ceci que l'OCDE a défini la gouvernance de l'eau comme cet éventail de règles, de pratiques, de processus politiques et administratifs à travers lesquels prend et on met en œuvre des décisions. Et donc ici, lorsqu'il y a une gouvernance de l'eau, en eau, on prend en considération les intérêts des acteurs dans la prise de décision, mais ces preneurs de décision ou ces décideurs rendent des comptes sur leur gestion. Et donc, pour pouvoir soutenir et opérationnaliser cette gouvernance de l'eau, l'OCDE a publié ses principes de gouvernance fondés sur trois dimensions qui se renforcent et se complémentent entre elles. Effectivité, et efficience et confiance et participation.
Alors, le premier principe consiste à établir des rôles et des responsabilités claires. Ensuite, il faut utiliser des échelles appropriées. Euh, Au niveau étatique, au niveau régional, au niveau local. Il faut avoir aussi des politiques de l'eau avec d'autres secteurs comme la santé, l'éducation, l'environnement. Il faut avoir une formation de ceux qui sont impliqués dans la gestion de l'eau. On doit encourager la transparence à travers des données d'information. Il faut mobiliser des ressources financières. Il faut avoir des cadres régulatoires idéaux, promouvoir la gouvernance novatrice, encourager l'intégrité, la lutte contre la corruption. Il faut assurer que toutes les parties intéressées sont impliquées. Il faut aussi avoir des mécanismes pour la résolution de conflits. Il faut avoir un suivi permanent des interventions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on dirige ces projets en eau, assainissement et en hygiène? La première chose que nous proposons, c'est de simplifier les attributs de la gouvernance et nous allons utiliser les cinq attributs proposés par le Conseil des droits de l'homme. D'abord, la capacité de réponse. Ensuite, la transparence. Ensuite, reddition de comptes, la corruption et participation. Capacité de réponse. Commençons par le numéro 1, capacité de réponse. Et pour ceci, j'invite Nancy Malaga de Savavida Pérou pour nous faire une introduction sur la capacité de réponse et pour nous dire qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les stratégies qui sont disponibles pour nous. Vas-y, Nancy. Très bien. Ce premier attribut de la gouvernance établit comme point clé la capacité de réponse, euh, qui parle des capacités opérationnelles et stratégiques des gouvernements pour identifier, comprendre et réagir de façon efficace à ces besoins et à ces problèmes de la population. Cette capacité inclut l'identification des véritables besoins de la population. Ceci implique d'utiliser des outils de diagnostic, des enquêtes, des plateformes de participation citoyenne, mais aussi la capacité d'interpréter ces données pour identifier les problèmes prioritaires dans le secteur. Ceci inclut aussi la capacité d'empathie parce que il ne suffit pas d'identifier les besoins. Il faut comprendre le contexte socioculturel des communautés. Ceci implique impliquer les communautés dans les processus de prise de décision pour concevoir des solutions qui soient culturellement adaptées et durables, culturellement appropriées et durables. Il faut également répondre comme État à travers de politiques, d'actions, par exemple comme la mobilisation de ressources, pour qu'un gouvernement soit efficace dans la réponse aux besoins de la population, baser les actions et solutions sur des demandes réelles des communautés, plutôt que de proposer des solutions standardisées et imposées, et donc appliquer l'approche de la demande. Dans ce cadre de la capacité de réponse, assurer que les actions des gouvernements et des organisations ne soient pas seulement rapides et efficaces, mais aussi pertinentes et adaptées à ce que la communauté demande et valorise. Cette approche garantit que les réponses soient durables sur le long terme, étant donné que les communautés impliquées participent à la prise de décision et à la mise en œuvre des solutions. Et cette approche, l'articulation et la coordination territoriale ainsi que le renforcement local euh, et, et l'accréditation sont des stratégies pour renforcer la capacité de réponse, pour qu'elle soit ajustée à des demandes réelles. Maintenant, nous allons développer chacune d'entre elles. La coordination
Et l'articulation intersectorielle est une stratégie qui cherche à améliorer l'efficacité des réponses en assurant que différents secteurs et niveaux de gouvernement travaillent ensemble. Ceci facilite la mobilisation de ressources, la mise en œuvre de solutions qui répondent de façon rapide et efficace à des demandes locales. La coordination et articulation des secteurs liés, comme le sont le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, du développement, de l'environnement et aussi entre les niveaux de gouvernement national, régional, local, permettrait d'arriver à des accords, par exemple, par rapport à la priorisation de projets dans un territoire. Une planification conjointe avec des objectifs pour arriver à des résultats de couverture selon les territoires priorisés, où chaque acteur apporte avec ses fonctions dans le cadre de ses compétences, pour ainsi aller vers un projet de qualité intégrale et durable. Le secteur a besoin de plus de coopération, il a besoin d'alliances plus fortes entre le gouvernement, les associés clés et le secteur, y compris le secteur privé et la société civile. Maintenant, nous allons voir comment faciliter ces espaces d'articulation. Il est utile de considérer certains principes. D'abord, d'avoir des objectifs clairs qui énoncent clairement euh, l'objectif de l'articulation. Et ceci peut passer à travers des tables rondes, des conseils de coordination, des comités, en considérant les compétences, les rôles, les fonctions qui correspondent à chacun des acteurs participants. Ici, le leadership est clé. Un acteur comme dynamisateur est responsable de la conduction et des résultats de l'articulation. Avoir les compétences sectorielles, les habiletés, la légitimité, la planification utile pour les actions, pour les responsabilités, pour les chronogrammes, pour les ressources euh, accordées auparavant. Et bien sûr, la communication, avoir des espaces de dialogue, des espaces de discussion, des espaces d'échange d'informations, d'expériences, de meilleures pratiques. Et pour ceci, on peut utiliser des stratégies de communication comme des revues, des magazines, des forums, des bulletins et la collaboration entre les acteurs qui font partie, qui sont alignés et qui complémentent pour répondre aux objectifs accordés. C'est important. La formalisation, la consolidation et la légitimation sont importantes. C'est-à-dire que l'espace est la reconnaissance de la part des acteurs de façon intégrale. Et bien sûr, l'équilibre et le suivi pour mesurer le développement des actions qui ont été accordées. Pour ceci, nous allons vous offrir en tant qu'outil une plateforme de participation citoyenne. Dans ce cas, nous l'avons appelé Conseil de coordination locale en eau, assainissement et hygiène. Cette plateforme est pensée comme un moyen d'interaction et de coordination entre les acteurs locaux qui ont à voir avec l'eau, l'assainissement et l'hygiène et implique les institutions publiques comme la municipalité qui dirige cet espace ou qui lead cet espace. Ensuite, il y a éducation, santé, environnement, développement, organisations non gouvernementales, institutions académiques et société civile, communautés organisées et autres acteurs qui ont été identifiés. L'objectif de cet espace est de devenir une instance consultive, promotrice et de concertation de la gestion de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Pourquoi? Pour créer des propositions et mettre des opinions dans les affaires liées au secteur. Et ici, les gouvernements locaux pourraient utiliser cette plateforme pour réunir de l'information sur les besoins des communautés. Ceci assure que les solutions du secteur soient consensuées
et que les ressources soient utilisées de façon plus efficace et euh, équitable. Cette instance a une capacité d'influence pour impacter les politiques dans le secteur, prioriser des investissements là où on en a le plus besoin, faire suivi et la vigilance des politiques, des projets, promouvoir la reddition des comptes et, comme c'est un espace de participation constant, les plateformes renforcent l'empouvoirment. Leur structure organisative a un comité de direction qui assume la représentation de l'organisation sous le leadership des autorités et des fonctionnaires, donc directement liés au secteur, et en plus, le secrétariat technique qui a à sa charge la responsabilité d'assumer la partie exécutive de la plateforme, dont le rôle est de faciliter l'organisation et un comité technique. Celui-ci est intégré par les domaines les plus opérationnels qui font partie de ce support opérationnel. Ce conseil de coordination locale doit avoir un plan d'action comme nécessaire qui établit les objectifs clairs et qui détermine les compromis ou les engagements et les responsabilités ainsi que les ressources euh, calendrier en fonction des accords, des activités priorisées, euh, comme par exemple ici la promotion d'espaces de dialogue politique autour des élections qui arrivent afin de faire de l'incidence et promouvoir la priorisation de l'assainissement et de l'hygiène dans l'agenda du gouvernement, considérant pendant dans des étapes électorales où les politiciens veulent assumer plus de compromis. Développer des rencontres d'organisation communautaire, d'échanges d'expériences, de bonnes pratiques, organiser des concours de ces organisations communautaires pour donner des prix aux organisations les plus performantes selon des indicateurs clés. Niveau d'organisation, rapport sur la qualité de l'eau, efficience dans l'opération et la maintenance du système, entre autres. Et développer des événements, des forums, des séminaires, des formations et avoir un instrument qui permet de diffuser les succès, les apprentissages, les résultats à travers des revues, des bulletins ou d'autres moyens. Comme élément clé pour que ce conseil de coordination locale soit durable face à différents changements de gouvernement, il faut l'institutionnaliser avec le support formel et légal qui correspond et il doit avoir aussi de l'autonomie et de l'indépendance vis-à-vis des agendas politiques, vraiment des intégrants et le leadership citoyen. Cette plateforme est une force au niveau local. Ensuite, regardons la deuxième stratégie. La capacité de réponse et le renforcement de l'institutionnalité locale qui consiste à donner aux institutions, aux acteurs clés, des outils et les ressources nécessaires pour répondre efficacement à ces besoins de la population dans le cadre de leur rôle et compétences. Ce processus cherche à consolider l'institutionnalité locale par le développement de structures de gouvernance plus fortes et plus efficaces. Maintenant, nous allons vous présenter une municipalité avec ses forces, une municipalité qui est plus proche de sa population et qui connaît mieux les forces, le potentiel de sa population rurale, avec domaines spécialisés, renforcés,
une instance créée pour la prestation des services d'assainissement rural. Cette instance créée pour la prestation de services d'assainissement doit avoir certaines forces. Entre autres, nous avons la constitution d'un domaine spécialisé sous différentes dénominations, mais qui en même temps euh, est les outils administratifs, légaux et le budget nécessaire pour avoir les fonctions nécessaires. Ces ressources financières doivent être destinées à la prestation de services d'assainissement en donnant l'assistance technique, l'accompagnement aux organisations communautaires pour les aider avec leur organisation, l'opération et la maintenance des services, mais aussi avoir des instruments pour faire le monitoring et l'évaluation de la qualité de la prestation, faire les ajustements nécessaires là où c'est nécessaire, là où il le faut. Une force dans une instance, la force dans l'instance locale est sa capacité de convoquer les secteurs liés, le secteur de la santé, qui apporte la vigilance de la qualité de l'eau, qui veille à la qualité des services, un secteur d'éducation qui porte à travers la population scolaire de meilleures pratiques d'hygiène pour la réduction de maladies. Il y a aussi les autres secteurs qui peuvent apporter euh, dans euh, dans ce renforcement. Et maintenant, nous allons développer la partie certification des acteurs comme une stratégie, comme une composante des capacités de réponse. Processus éducatif, le court terme systématique va nous permettre que le renforcement de l'institutionnalité locale se renforce, excusez-moi, euh, pour que les participants acquièrent des connaissances non seulement techniques, développent aussi des activités, des compétences certifiées, ce qui va leur permettre de répondre de façon efficace aux demandes. Nous savons qu'il y a des problèmes identifiés pendant le cycle des projets, surtout par rapport à la planification, à la formulation d'études et de difficultés dans la phase de l'après-projet qui se reflètent dans la détérioration de l'infrastructure, la déficience dans l'opération, dans la maintenance, les difficultés pour récupérer les coûts du service. Face à cela, le renforcement des capacités comme processus permanent crée aussi un cercle vertueux. D'un côté, il améliore la qualité des projets d'infrastructure, planification à partir du diagnostic participatif dans la localité et améliore les capacités développées dans la communauté avec la gestion appropriée de stratégies, de méthodologies idéales pour le public objectif. Par exemple, méthodologies qui permettent la participation des protagonistes. Et la communauté gère ses ressources avec un sens d'appropriation, de leadership. La communauté, sous ses processus de formation, dans ce cadre du cercle vertueux, assume l'opération et la maintenance appropriée, valorise les services, s'exprime dans le paiement opportun des tarifs ou
concret et les instances réalisent leurs fonctions et développent des stratégies de gestion et le personnel a une stabilité et de travail comme réponse à leur bonne performance. Ces processus qui donnent du support aux projets de qualité sont très importants. Nous parlons de la formation et de l'éducation et de la certification. Et maintenant, on va mettre à votre disposition une stratégie intégrale de formation et de certification pour renforcer les capacités de réponse en eau, assainissement et hygiène, qui englobe tout le cycle de formation, de l'identification des besoins à l'évaluation des résultats. Partons du diagnostic de besoins et de brèches de formation comme première étape clé pour développer une stratégie efficace de formation et essayer d'identifier le rôle des acteurs dans tous les niveaux de gouvernement et du territoire. On peut adapter des programmes de formation aux besoins spécifiques de chaque acteur en assurant que les brèches de compétences soient couvertes de façon appropriée. C'est aussi important de prioriser les domaines de formation tout au long de la chaîne, de la planification jusqu'à la mise en œuvre et l'inclusion d'approches techniques, sociales et la participation en toutes les étapes. Ce n'est pas assez de répondre de façon technique, c'est nécessaire de considérer des facteurs et des composantes sociales et de durabilité. Et le développement de stratégies méthodologiques d'après les caractéristiques du public objectif, des méthodologies flexibles qui s'ajustent aux caractéristiques des acteurs locaux. Ceci aide à améliorer la disposition des participants pour se former et pour apprendre et pour appliquer ces connaissances dans des situations réelles. La mise en œuvre d'une structure bien organisée assure que la formation se passe de façon cohérente. D'un autre côté, la certification formelle et l'évaluation continue permettent de garantir que les acteurs formés aient les compétences nécessaires pour agir de façon efficace à, face aux défis. Et aussi l'encouragement de la durabilité et de la mise à échelle à travers des conventions, à travers la collaboration avec des institutions académiques, pour que les programmes de formation se maintiennent dans le temps et s'élargissent même à de nouveaux territoires, créant une base solide d'acteurs formés à différents niveaux, local, régional, national, et mesurer l'impact de cette formation est important également pour identifier la performance des participants. Ceci aide à identifier les domaines d'amélioration, à ajuster les stratégies pour assurer que les acteurs locaux soient tout le temps en train d'améliorer leur capacité de réponse. Il est également important de créer une base de données des participants dans une formation ou des personnes certifiées pour assurer qu'on ait toujours des acteurs formés disponibles. Et en même temps, c'est une incitation pour les professionnels et pour les techniciens du secteur. En bref, développer des compétences clés, institutionnaliser la formation et certifier les acteurs locaux crée un système avec des capacités de répondre de façon adéquate aux demandes et aux défis des populations en assurant des interventions opportunes, pertinentes et durables. Très bien. Maintenant, nous allons avoir un espace. Et ici, nous avons le plaisir de partager avec vous une expérience de gestion en termes d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans un lieu rural où on a mis en place ces stratégies de gouvernance. Nous avons avec nous
Monsieur Reinaldo Quispe Tupayupanqui, qui a été maire dans le district de San Salvador au Pérou. Une petite présentation par rapport à la... Allez-y, s'il vous plaît. Communauté de San Salvador, dont j'ai été le maire. San Salvador est un district qui se trouve dans la province de Calca, dans la région de Cusco, au Pérou. Nous avons ici une population de 7 492 habitants, dont 20% se trouvent dans la partie capitale et 80% se trouvent dans les communautés paysannes et les annexes rurales. Nous avons fait face à un problème que vous allez voir sur la diapositive, des systèmes d'eau et d'assainissement qui étaient un désastre, qui ne servaient pas du tout, des enfants dont la tâche était d'amener de l'eau à leur maison. Ils allaient aussi au ruisseau et ils ne trouvaient pas d'eau. Et donc, les familles devaient utiliser ce peu d'eau pour leur hygiène. Ici, nous avons aussi un problème d'assainissement. Il y a ici une case que le ministère a construit pour les communautés. Mais en fait, ceci était complètement inutile. Comme vous pouvez voir, l'hygiène était très mauvaise dans cette situation. Euh, et les personnes partageaient la zone, les personnes partageaient dormaient avec les animaux. Donc ça, c'est les problèmes que j'ai trouvés en 2003 lorsque j'ai été maire. Et on a dû mettre en place une série de stratégies pour pouvoir répondre aux besoins en eau, en assainissement et le besoin d'organiser de façon interne et externe les foyers. Nous avons commencé avec notre plan de développement concerté, euh, pour lequel on a eu le besoin d'avoir une coopération externe et nous nous sommes restructurés pour inclure un bureau technique qui s'occuperait seulement de l'eau et de l'assainissement. Donc, ce bureau avait un plan de travail annuel qui était révisé en permanence. Et aussi, nous avons réussi à articuler un espace de dialogue et de concertation à travers euh, à travers la commission de délégués de voisins et de la communauté pour faire face à la problématique. Pour nous, la volonté politique a été fondamentale pour avoir un impact politique, pour gérer des financements de l'extérieur, de la coopération et de la communauté elle-même. Nous considérons aussi que une partie de la volonté politique est de remplir les choses qu'on m'a promises. Et aussi, nous avons utilisé une stratégie d'assainissement qu'on n'avait pas avant. Et donc, nous avons adopté cette stratégie de la coopération suisse. Et à ceci, nous avons ajouté des stratégies d'intervention, comme le fait de, par exemple, donner des prix aux meilleurs foyers ou aux meilleures familles, à familles qui organisaient mieux leurs toilettes et qui organisaient mieux leur maison à l'interne et à l'externe. On avait 171 000 dollars par an. C'est un tout petit budget qui était presque inutile. Et donc, nous avons utilisé les ressources de la communauté, de la coopération suisse et du ministère du Logement pour pouvoir répondre aux demandes d'eau et d'assainissement. Et dans cette stratégie, de temps en temps, on faisait une systématisation du travail en documents. Il y avait une reddition de comptes permanente, fréquente, et on essayait de rendre notre gestion transparente pour que la population ait confiance en nous, pour qu'on ait de la légitimité et pour créer une société de paix et de gouvernabilité. Parmi les stratégies mises en place dans la vie pratique, nous avons ceci. Ici, vous pouvez voir que la communauté s'approprie du projet. Elle décide, elle construit, elle transporte les matériaux
parce qu'il y a des endroits où il faut 1 heure ou 2 heures de transport. En bas, vous pouvez voir que la famille est en train de construire ses propres toilettes parce que l'État ne pouvait pas construire cette infrastructure. Euh, donc, à travers des concours et des simulations, les familles construisaient leurs propres toilettes. Ici, à droite, vous pouvez voir aussi comment ils sont en train de construire leur lavabo. Et donc, on les aide avec la partie technique, mais c'est eux qui font la partie opérationnelle. Ici, vous pouvez voir aussi la participation de la communauté dans les formations, euh, amélioration des connaissances de leur système. Et nous, les régisseurs et les autorités, allions fréquemment pour vérifier la progression des travaux, pour avoir une idée claire hein, de la progression. Et les ingénieurs faisaient une exposition de l'état des progrès. Une autre stratégie, et aussi, on a aussi la formation aux organisations communautaires. D'abord, ils pouvaient faire un graphique de leur système d'eau et d'assainissement. Ici, nous voyons une femme leader qui est en train d'exposer son réservoir d'eau et sa fonctionnalité. Ici, nous voyons aussi la responsable qui dirige une explication et la formation permanente pour les opérateurs des systèmes et pour qu'ils puissent gérer aussi la partie, la tuyauterie et la maintenance, la plomberie, pardon. Euh, euh, Lorsqu'ils finissaient leurs travaux, on voyait aussi que les toilettes étaient très belles, qu'ils les avaient même décorées. Mais après, on remarquait que les foyers eux-mêmes, que les maisons elles-mêmes étaient dans des situations de pauvreté et de mauvaise hygiène. Et donc, à travers des concours et des prix, on a encouragé les personnes à améliorer leur habitation en utilisant l'argile, en utilisant la boue, en utilisant même des peintures naturelles que les personnes avaient identifiées. Dans cette stratégie, notre municipalité travaille de façon concertée et fait participer la société, le gouvernement régional, les institutions éducatives de notre district, le secteur de la santé, qui fait la vigilance de l'eau ou la surveillance de l'eau, et finalement l'organisation communautaire qui gère l'eau et qui est formée et qui a tout le nécessaire, qui a tous les outils de gestion et même un lieu pour s'occuper de la gestion de l'eau. Et l'équipe technique de la municipalité qui travaille sur ceci également. Dans cette stratégie que nous avons mise en place, il y a deux parties pour assurer la durabilité des systèmes d'eau et d'assainissement. D'abord, il y a la composante infrastructure et après, il y a la composante sociale. Dans l'infrastructure, il s'agit d'amener de l'eau aux communautés et aux foyers, faire qu'ils aient euh, des, des toilettes dignes et non pas des latrines, et aussi que l'organisation communautaire s'approprie la gestion des résidus solides. Et dans la composante sociale, nous avons travaillé de façon constante à la promotion, à la formation, à l'éducation sanitaire pour la bonne utilisation de l'eau, pour l'utilisation des toilettes dignes et pour qu'il y ait de l'hygiène à l'intérieur des foyers. Dans cette stratégie, l'organisation communautaire comme prestatrice de services était fondamentale, le secteur de la santé qui surveillait la qualité de l'eau, le secteur de l'éducation euh, qui surveillait que l'hygiène soit promue, ainsi que l'importance de l'eau propre, et la municipalité qui a articulé toutes les parties. Alors, les résultats. La communauté avait une infrastructure appropriée en termes de captation, de conduction et dans les foyers avec des WC et des lavabos. Et la communauté a aussi euh,
en place l'utilisation de ressources naturelles existantes, comme vous le voyez dans les images, et à travers les concours, on a donné des prix aux meilleures familles. Les familles qui faisaient leur meilleur WC, les familles qui aménageaient bien l'intérieur de leur maison. Et pour ceci, on a utilisé un outil de qualification par pourcentage. Ici, nous voyons l'intérieur du foyer organisé avec une utilisation appropriée, une gestion appropriée des résidus solides. Prochaine diapositive. Une fois que la communauté a compris le besoin de l'hygiène à l'intérieur du foyer, ils ont transporté les animaux dans d'autres lieux, des lieux dignes également. Ici, vous pouvez voir que les animaux ont le besoin de vivre de façon digne. Et donc, on a adapté, aussi à travers des concours, des lieux pour les animaux, des lieux pour les animaux, des fermes pour les animaux. Et donc, la communauté a commencé à vivre mieux dans des foyers dignes, respectueux, sûrs et même accueillants. La communauté, avec la communauté aussi a amélioré son estime de soi et ils ont commencé à récupérer leurs tissus ancestraux et à cultiver des produits, à faire du tourisme communautaire. Ils ont aussi aménagé certaines chambres, certains espaces pour le tourisme et la communauté offre ces produits, ses propres produits pour les touristes qui arrivent dans les communautés. Et là, nous avons des personnes avec une forte estime de soi. C'était des personnes qui ne voulaient même pas être visitées avant. Mais maintenant, les personnes sont fières d'elles et elles invitent les visiteurs. Alors, en termes de résultats quantitatifs, en 2003, nous avions, ici, nous voyons les couvertures en eau et en assainissement. Alors, en bleu foncé, nous avons l'eau potable et en bleu ciel, l'assainissement. Et nous avons aussi réussi à réduire la malnutrition chronique des enfants. En 2005, il y avait 31%, 2014, 25%. Je veux dire, pour résumer, que nous avons essayé de répondre aux besoins de la population en termes d'eau et d'assainissement, un lieu digne pour tout, en planifiant, en étant transparent, en faisant la reddition de comptes, en articulant des volontés pour utiliser au mieux les ressources. Nous avions 171 000 dollars par an et ceci était en fait insignifiant pour répondre à tous les besoins existants. Car les besoins ne sont pas seulement au assainissement et habitation. Les besoins sont liés au transport, à l'éducation. Les gouvernements locaux au Pérou sont comme l'État, hein. On doit servir tous les secteurs et répondre à toutes les demandes de la société. Et donc, ici, dans cette diapositive, on peut voir certaines leçons et défis. Euh, il faut améliorer la gestion communautaire et la durabilité des systèmes d'eau et d'assainissement dans notre communauté. Nous devons donner une assistance technique, une formation aux organisations communautaires parce que souvent on change des lignes directrices, des personnes, et il y a des personnes qui ne connaissent pas de l'intérieur la fonctionnalité de l'organisation communautaire pour la prestation de services d'assainissement. Aussi, améliorer les égouts dans les localités qui continuent de grandir. Cependant, même si on a réussi à améliorer la couverture en eau et en assainissement, ces infrastructures, depuis presque 20 ans, ont besoin d'une rénovation et d'une amélioration nécessaire. Et en tant que leçon apprise, je peux dire ceci.
si le gouvernement local ou la municipalité est convaincu des avantages, je considère que c'est une priorité euh, dans le gouvernement. Et si la municipalité n'a pas assez de ressources pour l'eau et l'assainissement, ceci n'est pas un obstacle en articulant les secteurs dans le gouvernement régional ou dans le ministère de la construction. On peut réussir à vaincre ou on peut réussir à améliorer la couverture et de façon qualitative. D'un autre côté, si un gouvernement local peut générer des conditions plus dignes pour les personnes, il doit faciliter l'accès aux services d'eau et d'assainissement, surtout dans les zones rurales où il y a moins de ressources et où la population a peu de ressources économiques aussi. Maintenant, je veux vous remercier d'avoir été attentif et de m'avoir permis de montrer cette petite expérience qui implique la communauté en matière d'eau et d'assainissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Reynaldo. C'est une expérience très inspirante, hein, et très enrichissante. Et nous considérons que la limitation ne sont pas les ressources. La véritable impulsion et la décision politique, hein, et ceci permet aussi une très bonne gouvernance. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Bon, merci beaucoup, Reynaldo, pour votre participation. Et merci, Nancy aussi. Vous avez parlé d'un des attributs de gouvernance, cette capacité de réponse et ces trois composantes qui étaient une, l'articulation intersectorielle et aussi territoriale. Deux, on a parlé aussi du renforcement des institutions locales comme la municipalité. Nous avons vu ce qu'une municipalité renforcée peut réussir, comme celle que le maire Reynaldo nous a présentée. Et puis le troisième élément de capacité de réponse, c'est justement la formation et la certification de capacité des personnes qui travaillent dans le secteur. Donc voilà un des attributs de gouvernance. Maintenant, nous allons continuer avec la transparence, la reddition de comptes, l'anticorruption et la participation, qui s'appelle TRAP dans les outils. Et justement, nous allons parler de ce que veulent dire ces attributs de gouvernance, mais nous allons parler d'outils pratiques, comment mettre en place la transparence, le TRAP dans le cadre de nos projets d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Nous allons commencer avec la transparence. Lorsque nous parlons de transparence, nous parlons des actions des organisations du secteur public et du secteur privé pour rendre l'information accessible de façon à ce que tout individu, tout groupe intéressé puisse la connaître, la réviser, la questionner, l'utiliser comme quoi? Comme un outil de responsabilité, de reddition de comptes pour la participation et la surveillance, pour que nous puissions garantir les objectifs présents. Transparence. Nous disons qu'un projet est transparent, que les personnes impliquées dans un projet intégral, qui a les risques comme transparent, et de l'information accessible. Donc les données sont disponibles, elles sont faciles à trouver pour tous les intéressés. En plus, en outre, le groupe, ce consortium, publie des informations périodiques. Donc, on génère et on distribue des rapports qui détaillent la progression du projet. Puis, elle facilite la compréhension des données, c'est-à-dire une information claire et compréhensible pour tous. Ce ne sont pas des rapports immenses, pleins de, de, de chiffres que personne ne comprend. Mais l'idée, c'est de permettre de comprendre dans quel étape se trouve le projet. Et ceci encourage aussi
un environnement communicatif. Il y a des canaux de communication ouverts pour faire des questions, pour poser des questions et pour demander plus d'informations. Ça, c'est une caractéristique typique d'un projet géré avec une bonne gouvernance. Il est transparent. Mais comment le faisons-nous alors? Nous proposons deux outils. Alors d'abord, il faut utiliser les technologies de l'information et de la communication dont nous avons. De quoi parlons-nous? Nous parlons de cet ensemble d'outils qui cherchent à envoyer de l'information d'un endroit à l'autre, toutes les technologies web utilisées pour recevoir, pour stocker, pour processer, pour envoyer de l'information. Nous sommes toujours sur Internet, toujours sur Instagram, toujours sur WhatsApp. Et ces outils peuvent être de très grande valeur pour le secteur de l'eau et de l'assainissement et de l'hygiène. Ceci nous permet une administration efficace et facilite l'accès aux services publics. Et cet accès aux services publics, c'est ce que nous appelons le gouvernement électronique. Et le gouvernement électronique ne se développe pas d'un jour à l'autre. S'il y a des phases, d'abord, il y a la présence. Je crois que la plupart des organisations, nous n'avons pas jusqu'à quel niveau, au niveau local, si nous avons une présence qui offre de l'information de base. Ensuite, nous avons l'interaction qui permet cette communication directe entre les citoyens et le gouvernement. Et ensuite, nous avons la transformation qui implique cette restructuration profonde de l'administration publique où on intègre des services et on améliore cette personnalisation des services. Donc, pour cette transition vers un gouvernement électronique, c'est essentiel d'avoir des politiques publiques, faciliter l'adoption de bonnes pratiques dans cette gestion de technologie de l'information. Et utiliser ceci pour nos projets n'améliore pas seulement la diffusion d'informations, mais aussi renforce euh, cette confiance entre les citoyens et les institutions. Ça, c'est le premier outil de transparence. La deuxième est beaucoup plus simple. C'est clé, surtout si nous travaillons sur des projets en zone rurale. Euh, Utilisation d'infographies dans les campagnes d'information. Qu'est-ce que les infographies? Ce sont des représentations graphiques qui permettent de visualiser des données complexes de façon claire et attirante. Et, et l'idée, c'est de pouvoir comprendre de façon plus simple l'information clé sur les projets en eau et en assainissement en hygiène. La partie de base est de pouvoir présenter les résultats. Ceci nous permet de simplifier des concepts. Et nous parlons en plus de zones rurales où les personnes ne comprennent pas toujours les termes techniques de la fourniture en eau. Donc, on peut peut-être le faire de façon graphique et simple. Ceci nous permet aussi d'expliquer des processus et faire des comparaisons visuelles entre différentes données, exprimer des ressemblances et des différences. Donc, ces infographies différence des énormes rapports incompréhensibles, pleins de données et de tables que personne ne comprend, mais qui sont souvent mis sur les pages web. Ces infographies augmentent la transparence dans la gestion publique et dans la gestion des ressources et renforcent cette relation entre les citoyens et ceux qui gèrent, ceux qui mettent en œuvre, planifient les projets en eau et en assainissement et en hygiène. Ici, vous avez deux outils pour améliorer la transparence dans vos initiatives. Et maintenant, nous allons parler sur la reddition de comptes.
Reddition de comptes. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire qu'une institution ou une personne doit répondre vis-à-vis de ses propres actions. Ceci veut dire que les citoyens peuvent analyser les actions réalisées, les actions prises par les leaders, par les institutions publiques, par les gouvernements, responsables de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait. Pour pouvoir avoir une reddition de comptes, d'abord, il faut informer. D'abord, il faut justifier ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et puis la sanction. Il faut avoir des conséquences. Il ne faut pas avoir d'impunité. Et donc, si nous parlons d'intervention avec une bonne gouvernance, pour avoir un projet avec une reddition de comptes, tout d'abord, il faut avoir un responsable clair. Il faut identifier la personne, l'entité responsable du projet, sachant qui doit euh, faire une reddition de comptes. Ensuite, il faut avoir des audits de forme régulière. Il faut avoir des révisions, des audits externes. Il faut vérifier comment les ressources sont utilisées. Et s'il y a des irrégularités, il faut les dire à la communauté. Et ce qui facilite l'analyse des décisions. Le citoyen doit pouvoir évaluer les décisions prises par les autorités et comment elles impactent les résultats du projet. Et très important, il faut avoir des mécanismes de sanction pour qu'il n'y ait pas d'impunité. Donc, il faut avoir des procédures claires, écrites, pour comment on sanctionne et quelles sont les conséquences. Comme par exemple, lorsqu'il y a un problème d'appel d'offres, il faut que ce soit notifié. Ensuite, je vais vous présenter deux outils pour rendre ceci possible. D'abord, le premier est sorti du diagnostic que l'on a fait en mars ou en avril, lorsqu'on parlait avec vous, lorsqu'on a fait des entretiens, lorsqu'on a réalisé l'étude de bureau. C'était le besoin de former les organes sous-nationaux de contrôle. C'est basique, c'est très, très important, essentiel. Ces organes sont essentiels parce qu'un programme développé pour améliorer l'efficacité de ces organes de contrôle est clé parce que c'est eux qui surveillent et les temps des ressources de d'eau dans les projets sous-nationaux. Ils sont très importants pour assurer que ce qui est planifié est fait. C'est fondamental d'assurer que ces organes agissent de façon transparente et efficace. Donc, ceci est un droit de base. Ce qui est fondamental, c'est que les communautés aient accès à cela. Et donc, si on pense à comment les former, si on pense à ce que ces organes ont besoin pour réaliser ou surveiller l'utilisation des ressources, il faut l'audit et le contrôle par rapport aux normatives pertinentes, la gestion des projets d'eau, d'assainissement et d'hygiène, la surveillance de foyers, les méthodologies d'audit, d'évaluation et de risque, et la collaboration et la communication. Il ne s'agit pas seulement de surveiller, il s'agit de comprendre le travail qui est fait depuis la municipalité, depuis les unités d'exécution. Et donc, et donc additionner ceci aux efforts d'eau et d'assainissement et d'hygiène rurale ne va pas uniquement améliorer l'efficacité. Ceci garantit aussi une gestion plus responsable des ressources. Et ceci crée aussi un environnement où les citoyens ont plus de confiance dans les projets installés depuis l'État. Ça, c'est un outil. Le deuxième outil est un outil d'audit social. L'audit social
est relativement facile à comprendre. C'est le processus parmi lequel les citoyens, organisés ou de façon individuelle, mènent à bien des actions de suivi, de monitoring et de la gestion publique. Le principal objectif est de vérifier que les services ont lieu et qu'ils sont fournis de façon efficace et satisfaisante selon les demandes et les attentes. L'audit social n'a pas pour objectif d'identifier les actes de corruption et n'essaye pas de substituer les audits comptables formels. C'est juste que nous, en tant que citoyens, finançons les projets publics avec nos impôts, avec nos contributions, et donc il faut avoir un espace pour connaître ce qui se passe, avoir une opinion. Pour que les audits publics soient vraiment à succès, il faut avoir une disposition du gouvernement vis-à-vis d'être évalué, vis-à-vis du fait d'être évalué. Et donc, il faut avoir une institutionnalité solide au niveau local. Il faut avoir aussi une capacité organisationnelle du côté des citoyens. Ils doivent être autonomes pour agir sans influence externe. Il faut avoir un accès à l'information aussi. Nous voyons comment ces attributs vont avancement dans la main. Et il faut avoir une certaine formation technique ou un support technique pour faire une analyse efficace. Donc voilà les deux outils dont nous avons besoin dans la reddition de comptes, qui est de former les organes sous-nationaux, mais aussi l'audit social. Alors, nous allons entrer dans un sujet qui est clé, qui est l'anticorruption, parce que ceci affaiblit profondément les efforts pour que les plus vulnérables et pour que les personnes dans le besoin aient accès aux services les plus basiques que nous avons mentionnés dans la classe passée et qui font partie du droit humain, qui sont l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Nous allons maintenant parler du travail anticorruption. Alors, anticorruption sont les mesures prises par les organisations de façon interne ou les gouvernements au niveau étatique pour réduire le risque de corruption. Mais ceci doit également inclure l'application de sanctions lorsque ceci est nécessaire. Il y a deux types de mesures anticorruption, les préventives et les réactives. En tant que mesure préventive, nous pouvons penser par exemple à l'éducation. L'éducation, les programmes de surveillance interne, montrer les effets terribles de la corruption sur notre société ou sur les projets. Et parmi les mesures réactives, nous avons la capacité d'identifier l'acte, euh, d'avoir des sanctions et d'avoir des conséquences. Dans notre projet, notre planification doit avoir des mesures préventives et réactives pour assurer que les ressources soient utilisées euh, ce pourquoi ils ont été planifiés. Donc, un projet qui est blindé pour lutter contre la corruption doit avoir d'abord des mesures préventives. Donc, dans le cadre des projets, il y a un code, il y a des formalités, il y a des procédures, il y a des codes de conduite, il y a des formations sur l'éthique, ce qui facilite la dénonciation d'irrégularités aussi. Donc, si j'identifie un problème, je le rapporte. Il y a beaucoup de cas qui disent, si je suis plus silencieux, je suis plus jolie. Et comment on évite cette complexité vis-à-vis des mécanismes de dénonciation et d'irrégularité? Si en plus encourage la transparence budgétaire, qu'est-ce que cela veut dire? Comment est-ce qu'on utilise l'argent public de façon vérifiable pour tous
Et lorsque des actes de corruption sont identifiés, on met en place des sanctions claires et efficaces pour assurer que les responsables euh, face font des conséquences. Assez d'impunité. Il y a des outils que vous pouvez inclure dans votre portefeuille de projet. D'abord, il y a la protection de la personne qui dénonce. Ceci est très, très, très important. Ceci évite la complicité. Et voici les mesures qui permettent de révéler des irrégularités dans la gestion de ressources pour éviter que la personne qui révèle les faits ne soit pas l'objet de représailles. Et donc, on peut avoir des lignes téléphoniques anonymes, on peut avoir des plateformes en ligne qui permettent de formuler des dénonciations de façon digitale ou numérique. On peut avoir aussi des boîtes à lettres physiques pour laisser un mot sur les pratiques corruption, d'avoir un système qui permet de faire des dénonciations et ensuite un système qui protège celui qui dénonce. Ici, on doit avoir de la confiance, de la transparence qui permet de la reddition de comptes. Ceci font pouvoir les communautés et leur permet de jouer un rôle actif dans la supervision, dans la surveillance des projets d'eau d'assainissement et d'hygiène qui affectent leur propre vie. Il y a un deuxième outil qui est très intéressant. Ça, c'est les pactes d'intégrité. Et c'est probable que d'entre vous, ceci parce qu'ils sont impliqués en Amérique latine. Les pactes d'intégrité sont des contrats euh, conçus pour établir les droits et les obligations de toutes les parties dans un processus d'adjudication publique. C'est un contrat qui est fait même avant que l'argent soit donné. Et le principal objectif, c'est d'assurer que tout le processus et de mise en place soit propre, soit efficace et que la transparence soit promue et que la corruption soit combattue. Donc, dans un pacte d'intégrité, il y a différentes personnes impliquées. La première partie impliquée, il y a l'entité qui gère, par exemple, la municipalité et un moniteur externe qui est celui qui voit. Le moniteur externe est complètement impartial parce qu'il est complètement externe. Ensuite, dans la partie de l'appel d'offres, il faut additionner toutes les entreprises qui participent à l'appel d'offres. Elles déclarent qu'elles n'ont pas payé de corruption. Comment on va faire les paiements liés au contrat? Euh, Quels sont les mécanismes pour résoudre les conflits? Et ensuite, dans l'exécution, on a l'entreprise sélectionnée et les sous. Et là, la municipalité doit s'assurer que tout euh, fonctionne comme prévu. Donc, il y a engagement de l'entité traitante qui déclare qu'elle ne va pas appliquer de pot de vin. Il y a déclaration de tous ceux qui participent à l'appel d'offres en disant qu'ils n'ont pas payé de pot de vin. Il y a une révélation de tous les paiements liés au contrat et des mécanismes pour résoudre des conflits. Les pactes d'intégrité sont très efficaces. Nous, dans d'autres projets, avons participé, avons vu ceci dans une conférence en Amérique centrale et nous vous invitons à participer dans ceci. Donc, nous avons deux outils pour l'anticorruption. Et maintenant, nous allons parler du cinquième attribut de gouvernance, qui est la participation. Alors, la participation est un sujet délicat, je dirais. D'abord parce que c'est très, disons, c'est un concept pas très bien compris. Participation, c'est une réunion. Parfois, les personnes l'entendent comme une réunion où on invite les personnes de la communauté, on leur explique et puis c'est fini. Mais ce n'est pas la participation. Ceci n'est pas la participation. La participation veut dire que toutes les parties intéressées, y compris les groupes marginalisés et de faibles ressources,
soient impliqués de façon significative, significative dans la prise de décision liée à l'utilisation, à la gestion, à l'assignation de l'eau. Significative. Les niveaux de participation sont comme ceux qu'on a vus la dernière fois. Il y a un escalier. Le niveau le plus bas est celui que nous avons, nous utilisons la plupart, d'informer. On informe, on fournit des informations aux personnes de la communauté, on les informe, on leur demande s'ils ont compris, pas compris. En tout cas, elles sont informées. Ensuite, on a la consultation. C'est ici que nous obtenons de la rétroalimentation. Nous consultons, nous écoutons ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent de leur proposition, des alternatives, des décisions. La décision est mienne, mais c'est moi qui prends la décision à la fin. Ensuite, nous avons le niveau suivant qui est la collaboration. Ceci veut dire travailler comme associé, comme partie égale avec les intéressés dans chaque aspect qui a à voir avec l'intervention et le projet. Identifier le problème, où se trouve le problème, les alternatives de ce que nous allons faire, et finalement, l'empouvoirment. Et empouvoirer et ce qui correspond dans notre domaine, ce dont on a besoin dans notre domaine, parce qu'empouvoirer veut dire donner les connaissances, former, empouvoirer, pour qu'ils puissent collaborer de façon significative et qu'ils puissent prendre leurs décisions, qu'ils puissent assumer la responsabilité de la prise de décision du projet. Et ça, c'est très important dans le secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène rurale, parce qu'à la fin, il y a tant de communautés qu'il y en aura beaucoup qui sont en charge de leur système. Donc, il ne s'agit pas d'informer ou de consulter. Probablement, toutes les communautés ne sont pas dans la capacité d'agir, de collaborer en tant que pair, donc il faut empouvoirer. Et donc, un projet qui a cet attribut de la participation doit impliquer toutes les parties intéressées, doit assurer que tous les groupes, que les plus vulnérables, que les plus silencieux, aient une voix dans le processus de prise de décision, ce qui facilite la co-création de solutions. Les communautés sont impliquées dans la conception, dans la mise en œuvre, s'assurent que ceci reflète leurs besoins. Il y a aussi des consultations continues, il y a des ateliers, des réunions, des activités pour que les personnes puissent s'exprimer. Et ceci promeut cette formation pour nous assurer qu'une fois que l'intervention est terminée, ils sont empouvoirés pour pouvoir aller de l'avant et pour que l'infrastructure soit maintenue et qu'elle ne meure pas. Donc, il y a beaucoup d'outils pour assurer la participation dans les interventions. Euh, L'une d'entre elles est les audiences citoyennes, qui sont des réunions où les citoyens expriment leurs opinions, apportent des idées par rapport à l'eau, l'assainissement et l'hygiène, et qui peuvent venir les citoyens, les leaders communautaires, les représentants des organisations de la société civile, les fonctionnaires. Et c'est là qu'on a cette discussion, non pas pour leur présenter l'affaire, mais pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils en pensent, pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui les intéresse, quelles sont leurs priorités. Nous avons aussi les conseils communautaires de l'eau, qui a été proposé par Nancy et mentionné par Reynaldo.
Ce sont ces structures organisatives qui permettent aux membres de la communauté de participer activement dans la planification, dans la mise en œuvre et dans le suivi des projets. Cependant, pour que ces conseils communautaires de l'eau aient du succès, il faut avoir une structure organisationnelle claire. La population doit avoir accès à de l'information pertinente. On a besoin d'une formation pour que les membres puissent contribuer de façon significative à la planification de ces initiatives en eau, assainissement et hygiène. Et c'est fondamental que les autorités locales aient cet engagement authentique de considérer les recommandations du Conseil. Donc, ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que nous avons essayé de démythifier la gouvernance, la rendre aussi pratique que possible. Donc, nous avons vu des outils, des stratégies en termes de capacité de réponse, de reddition de comptes en anticorruption, en participation. Vous voyez que parmi les outils TRAP, transparence, reddition de comptes, anticorruption et participation, nous avons présenté seulement 8, mais il y en a beaucoup plus, hein. Et je voudrais mentionner, et je voudrais aussi vous rappeler que lors de la séance 2, qui est la MS2S2, euh, vous avez une bibliothèque, hein, qui est très riche avec de l'information sur la gouvernance. Mais ici, nous vous avons mis 3 boîtes à outils pour la gestion de l'intégrité. Des outils en transparence, en reddition de comptes, en anticorruption et en participation. Par exemple, nous avons ce cahier de B pour d'outils pour la gestion simplifiée, intègre et multiple de projets municipaux, développé par Simon Joncourt, qui est un de nos facilitateurs, qui a 47 outils de bonne gouvernance. Ici, nous avons la boîte à outils du consortium d'intégrité qui est formé par Win, Sewa, Siwi, et à 58 outils. Donc, nous avons en espagnol, nous avons fait une traduction en français, en portugais, et on vous invite à regarder les différents outils parce que nous avons présenté seulement 8 de ces outils TRAP. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Bon, très bien. Maintenant, nous allons faire un exercice qui est la deuxième partie du projet que vous avez. Et je vais vous donner un exemple de comment fonctionne cet exercice à travers un cas connu comme Macondo. OK? Macondo est un petit village d'Amérique latine qui est habité par 500 personnes environ. Sa population fait surtout de l'agriculture. Ils ont un centre peuplé qui réunit 50% de la population. Et ensuite, il y a des maisons situées sur toit, trottoir, pour 30% de la population. Et ensuite, des maisons dispersées, 20% de la population. Sur manque d'attention des autorités, la communauté a dû s'organiser. Et j'imagine que ceci, que vous voyez normalement les mêmes scénarios, la communauté s'organise parce qu'il n'y a pas d'eau. Mais ça, c'était il y a 20 ans. Et ils ont développé un système en fourniture d'eau avec des artisanales, avec des tuyaux, en utilisant la gravité, qui fournit de l'eau à environ 80% de la population. Le système de l'eau a ses déficiences. Il y a, il y a un système qui dépend de la pluie, il y a des pertes, il y a des coupures dans le service.
surtout dans les périodes de pluie ou quand il y a des glissements de terrain qui endommagent le système. Le système est géré par une association communale appelée Aqueduc Rural. Il y a 5 membres et les usagers payent pour le service. Par rapport aux excrétas, il n'y a pas de système d'assainissement. Ça doit être semblable au cas que vous avez. Aucun habitant n'a un système d'assainissement approprié. Ils ont tous des toilettes, mais les tuyaux vont directement à la rivière. Et ceci représente un défi très important pour la santé publique de cette communauté et pour les communautés qui sont plus bas aussi. Récemment, grâce à un programme national, la municipalité de Macondo, non pas les 5 membres de l'association, mais la municipalité de Macondo a reçu 350 000 $ pour un projet avec l'objectif d'améliorer un système d'eau d'assainissement et d'hygiène. D'abord, Elise, il n'y a jamais eu 350 000 $ ici. Et donc, nous allons faire une évaluation de la situation actuelle. Nous allons faire une évaluation rapide de la gouvernance. Nous allons faire un diagnostic et nous allons déterminer où en est la capacité de réponse de l'État, où en sont les niveaux de transparence, de reddition de comptes, d'anticorruption et de participation. Donc, en termes de capacité de réponse, le score était de 3. Ce qui dit que même s'il y a certains mécanismes de coordination entre les entités impliquées, il y a aussi des opportunités d'amélioration. Ceci suggère que les réponses face aux besoins de la communauté pourraient être plus effectives s'il y a une intégration des efforts institutionnels et si on a plus de dialogue, si on encourage plus de dialogue. Par rapport à la transparence, il y a eu un score de 2 sur 5. Donc, pas très bon. Et ceci reflète que l'information sur les projets d'eau, d'assainissement et d'hygiène est limitée ou n'est pas accessible pour la population. Puisque ceci crée une grande brèche dans la compréhension que doit avoir la communauté pour savoir si les résultats et les ressources sont bien utilisés ou pas. Ensuite, en reddition de comptes et en anticorruption, ici à Macondo, nous sommes pas très bons. Nous sommes à 0 ou à 1. Les citoyens n'ont pas de mécanisme pour exiger que les autorités répondent sur l'utilisation de ressources, ce qui ouvre un grand risque. Si, un risque d'avoir des pratiques qui ne sont pas intègres. Ceci a bien sûr besoin d'une attention urgente en termes de réduction des comptes et en termes d'anticorruption. Et finalement, le score de participation suggère qu'il y a assez d'efforts pour impliquer la communauté. Les efforts ne sont pas suffisants cependant, donc ceci doit être renforcé dans ces espaces. Et donc, comme dirait mon prof de maths, le problème, c'est la reddition de comptes et l'anticorruption. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Et donc, nous décidons de faire quelque chose par rapport à ceci. On cite une partie du projet, une partie de ce que signifie l'intervention et l'installation ou la mise en œuvre, la mise en place de mesures, d'outils pour améliorer la gouvernance et les projets de Macondo. Ok. Parce que sinon, à quoi bon de donner de l'argent si nous savons que nous sommes à 0 en termes de reddition de comptes anticorruption? Eux, à Macondo, pour améliorer la reddition de comptes, ont sélectionné les outils sociaux. Et pour l'anticorruption, l'outil de pacte d'intégrité. Et donc, ils ont réalisé qu'avec les audits sociaux, ils auraient l'opportunité
Il donnerait l'opportunité aux citoyens de vérifier, d'évaluer la gestion au moins des 350 000 $ pour encourager la reddition de comptes et la surveillance des activités gouvernementales. Et à Macondo, ils ont aussi un avocat qui les aide. Et ici, il y a les pactes d'intégrité, donc signer un accord avec un surveillant externe ou une ONG. Donc, ici, ceux qui signent sont la municipalité, les citoyens, les, les, les entreprises qui postulent à l'appel d'offres. Et à Macondo, ils ont décidé qu'ils vont commencer avec le gouvernement électronique et ils ont décidé de mettre en place cette technologie de l'information pour améliorer la transparence et pour la participation, faire des audiences citoyennes. Donc, ce que nous montrons pour Macondo, donc vous allez faire quelque chose de similaire pour vos cas d'études. Ceci fait partie de votre projet de cours. Vous allez télécharger le même document dans lequel vous avez déjà travaillé les arguments. On le retrouve ici à projet ou à project, proyecto. Je, je vais travailler avec la version en espagnol. Si nous téléchargeons ce template Word, nous allons trouver le document que nous avons déjà travaillé pendant l'argumentation. Et donc ici, qui devrait être déjà commencé, et si vous descendez un peu plus, vous allez trouver cette matrice. En gros, ici, vous avez cinq tableaux parce que c'est cinq attributs de la gouvernance. Et donc, chacun de ces attributs, comme vous pouvez le voir, vont vous demander dans les initiatives, dans les projets d'eau, d'assainissement d'hygiène rurale, ce que vous connaissez dans le jour au jour des interventions, est-ce qu'il y a des mécanismes établis pour la coordination entre différentes institutions? C'est là qu'on a le débat, parce que ceci, on se doit être fait de façon groupale. Donc nous, on adore les échelles, les niveaux. Donc le niveau le plus bas est le point, le score 1, il n'y a pas de mécanisme, et le niveau le plus élevé, c'est que la coordination est intégrale et très efficace. Donc si par exemple, attention, c'est beaucoup de questions, donc n'en restez pas à une seule question. Si vous devez décider, par exemple, il y a certains essais de coordination, mais ils sont sporadiques, non systématiques. Ici, vous mettez le chiffre 2 parce qu'il correspond au score 2. Et ici, vous voyez un par un. Et ne restez pas coincé à une question parce que c'est 5 tables. Ici, on voit si les autorités reçoivent des formations. Oui, ça c'est ce que nous disait Nancy. La coordination, la formation et l'articulation. Non, il n'y a pas de système où l'articulation est efficace. Et donc, vous donnez des points et l'un d'entre vous calcule les points et calcule la moyenne du score, du 1 au 5. Et là, vous descendez, pareil, avec transparence, réduction de comptes, participation et anticorruption. Donc, en gros, vous allez faire une évaluation sur la base de votre expérience et de votre participation. Comment va la gouvernance dans les projets d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les zones rurales, dans vos pays? Et ensuite, ici, on va aller à la partie 2C, qui est le résumé de la moyenne. Et qu'est-ce que ça va vous donner? La priorité où on devrait se concentrer
comme on l'a fait ici à Macondo. Donc ça, c'est le moins bien, c'est là qu'il faut se concentrer sans laisser de côté le reste, mais c'est là qu'il faut se concentrer. Et c'est donc sur la base de la ponctuation, il faut prioriser où nous devrions mettre la plupart des efforts. Donc sur la base de cette priorisation, et là, il faut aller à la table 2B et on commence à réviser tous les outils que nous avons présentés lors de la classe. Là, vous mesurez si c'est pertinent, si c'est facile à mettre en œuvre, si vous avez la disponibilité de ressources ou s'il requiert beaucoup de ressources ou pas. Et ici, et si ceci ferait sens dans le cadre des projets dans vos pays. Et ici, vous nous dites quels sont les domaines d'amélioration priorisés et quel est l'outil que vous proposez, quels sont les outils qui devraient être mis en place dans le contexte de votre pays pour améliorer la gouvernance. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, d'ailleurs, le temps est... Nous avons 40 minutes pour commencer cette analyse dans les groupes et ensuite vous allez avoir l'opportunité de faire la sélection si on a du temps et sinon on le fera plus tard. Ok, donc ce que nous allons faire, est-ce que c'est clair? Oui? Ok. Dans le même document où nous avons fait l'argumentation, vous allez trouver les tables et on va se réunir pour commencer le travail avec vous. Donc, dans ce cas-là, nous allons avoir tous les Brésiliens dans mon groupe et tous les Haïtiens pardon, tous les Brésiliens dans mon groupe, tous les Haïtiens dans le groupe de Simon. Louis, mets-nous dans... Je suis stricte avec les temps. J'aimerais beaucoup qu'on ait l'opportunité de faire cette dernière activité. D'abord, vous rappelez qu'aujourd'hui, nous traitons le sujet de la gouvernance, capacité de réponse, de transparence, de reddition de comptes et de participation et d'anticorruption. Et nous voudrions obtenir le feedback de votre part et donc on vous invite. Vous voyez mon écran? Allez sur le menu de gauche où vous voyez le mot survey. Et là, Louis nous a préparé la rétroalimentation d'aujourd'hui. Vous allez vous souvenez-vous des liens. Vous voyez le lien en espagnol, en français. Si vous pouvez nous donner votre rétroalimentation par rapport à la satisfaction de la séance, par rapport à la pertinence, au contenu, au matériel de soutien, à l'exercice qu'on a fait en groupe, et finalement la satisfaction générale vis-à-vis de la séance. On va vous donner 2 minutes. Vous pouvez tout trouver à gauche. Vous voyez, survey, enquête, et on attend votre feedback ou votre rétroalimentation. Oui. Alors, on se voit mercredi prochain, le 25. Rappelez-vous que les cours auront lieu les mercredis et les vendredis à la même heure, 9 heures du matin au Pérou, 10 heures du matin à Bolivie, Haïti, du matin Brésil, à Brasilia. Et on vous remercie beaucoup de votre attention et on vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez consacré. On vous souhaite un très bon week-end. Merci de votre participation. À bientôt.